Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous du Café des Libraires pour cette journée de samedi. Nous nous retrouverons ensuite demain matin. Pardon à tous pour le retard que nous avons pris un petit peu au cours de cet après-midi. Je suis heureuse de retrouver Béatrice Leroux de la librairie Gilbert Joseph, Paris 6e. Jeune, à chaque fois. Hein. Je crois que c'est là, à chaque fois. Gilbert Jeune, 5e, place Saint-Michel. Eh bien voilà, à chaque fois, c'est mal écrit. Je et sais. À chaque fois, Ouais. Enfin, c'est pas moi qui C'est pas grave. Mais non, mais c'est pas bien quand même. Zut. Bon, c'est pas grave. Oui, non. Donc, beau plateau, excusez-nous du peu. Nous avons avec nous Madame Viviane Gornick, que je salue. Nous avons avec nous Daniela Ferrière, que je salue. Et nous avons avec nous Michael Chabon, que je salue également. Et nous allons commencer, je crois, par Madame Gornick. C'est ce qu'a choisi Béatrice. C'est Garance Bruyère, qui est déjà venue sur ce plateau et qui va assurer l'interprétation des propos de Viviane Gornick. Alors, nous allons parler d'un seul des livres, oui, Femme à part, le dernier paru, hein, mais sachez qu'est ressorti pour l'occasion Attachement féroce, un livre absolument incroyable. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le découvrir. Mais là, ce soir, on va s'intéresser plus à celui-ci, donc, qui est sorti en 2015 et qui a été traduit qui est sorti en français. Qui est sorti cette année? Je vais y arriver. En septembre 2018. Les deux sont traduits par Laetitia Deveau. Et nous allons, après avoir fait... Je dis un petit mot sur Viviane Gornick, je crois que vous la connaissez toutes. C'est une dame extrêmement célèbre en Amérique et ici aussi, journaliste, figure féministe et critique littéraire respectée. C'est surtout son travail autobiographique qui l'a fait connaître. Un ton, un style, quelque chose d'assez extraordinaire. Et je vous propose d'en écouter tout de suite un petit extrait dans la traduction française, évidemment, qui va être lu par Suzy Dupin. Avant de donner la parole à Béatrice. Léonard et moi prenons un café dans un restaurant de Midtown. Alors, dis-je, que penses-tu de ta vie ces derniers temps? J'ai l'impression d'avoir un os de poulet coincé dans la gorge. Je suis aussi incapable de l'avaler que de le recracher. Pour le moment, j'essaie juste de ne pas m'étouffer avec. Mon ami Léonard est un homme gai et spirituel, qui sait évoquer son propre malheur avec subtilité. Cette finesse est grisante. Un jour, plusieurs d'entre nous avions lu les mémoires de George Kennan et nous nous étions retrouvés pour en discuter. Un homme cultivé et poétique, dit l'un. Un guerrier froid, saisi par la nostalgie, affirma un autre. Des passions faibles, des ambitions fortes et un sens exacerbé de sa présence au monde, dit un troisième. Pour la 9e édition du festival. C'est un homme qui m'a humilié toute ma vie durant, proclama Léonard. La vie de Léonard fit renaître en moi le frisson de l'histoire révisionniste, ce sens du drame apprivoisé qui fait regarder le monde uniquement à travers les yeux de ceux qui se pensent lésés, et me rappela pourquoi nous étions amis. Léonard et moi partageons le même goût pour la politique du préjudice. Le sentiment exalté d'être né dans un ordre social préétabli et injuste flambe en nous. Notre sujet, c'est la vie non vécue. Aurions-nous fabriqué cette injustice si elle n'avait pas été préexistante et prête à l'emploi, il est gai, je suis la femme à part, afin que nos griefs trouvent une cible? Notre amitié est tout entière consacrée à cette interrogation. En fait, cette question définit notre lien, lui offre ses contours et son langage. Elle a davantage éclairé la mystérieuse nature des rapports humains ordinaires que toutes les relations que j'ai pu avoir. Depuis plus de 20 ans, Léonard et moi nous retrouvons une fois par semaine pour une promenade, un dîner et un film, dans son quartier ou le mien. Mis à part pendant les 2 heures passées au cinéma,
il est rare que nous fassions autre chose que de parler. Il y en a toujours un pour dire « Allons assister à tel spectacle, tel concert, telle lecture », mais ni lui ni moi ne semblons capables de prévoir la rencontre suivante. Nos conversations sont plus satisfaisantes que toutes celles que nous avons pu connaître, et il nous est insupportable d'en être privés plus d'une semaine. C'est ce que nous ressentons pendant nos discussions qui provoque cette si forte attirance l'un envers l'autre. Il m'est arrivé d'être prise en photo par 2 photographes différents dans la même journée. Chaque cliché me ressemble, mais sur l'un, je trouvais que mon visage avait l'air brisé, comme s'il possédait plusieurs facettes. Et sur l'autre, il est en un seul morceau. Léonard et moi, c'est pareil. L'image de soi que chacun projette sur l'autre est l'image mentale que nous avons de nous, celle qui nous permet de nous sentir complets. Merci Suzy, merci. Merci beaucoup pour cet extrait du début du livre. C'est drôle parce que Viviane Gornick était en train de me dire que ce qui la fascinait, c'était de voir le nombre de mots que nous avions en français pour des choses en anglais qui étaient tellement plus simples. Elle me dit, mais il y a trop de mots en français par rapport à ce que j'ai écrit. Et ça lui semblait très très long, effectivement, c'est vrai. Donc, ouais. Ouais. Et donc, La femme à part est la deuxième partie de son autobiographie. Dans la première, donc ce que disait Maët tout à l'heure, dans la première partie, elle parlait surtout de sa relation avec sa mère qui n'est plus. Et dans celui-ci, c'est toutes ces balades dans New York qu'elle fait toute seule ou qu'elle fait avec son fameux ami Léonard. Et donc, c'est des rencontres, donc c'est toutes ces balades, c'est ces rencontres, c'est ces questionnements. Elle parle d'elle, elle parle des amis, elle parle de politique, elle parle d'histoire, et surtout, elle revient de nouveau sur sa mère. Mais de toute façon, dans ce roman, les vrais personnages sont New York et Viviane Gornick. Et ce que je voulais savoir, surtout en première question, c'était à partir de quand vous étiez-vous intéressé à ce qui se passait autour de vous, à ce qui se passait dans la ville? Am I supposed to answer now? Yes, if you can, yes. Okay. The question is, when did I start looking at New York City the way I do in this book? Et à partir de quand vous êtes-vous intéressé à ce qui se passait dans la rue, aux gens qui y vivaient, à l'histoire de... À partir de quand vous avez eu l'idée d'écrire sur New York? All right, now I talk, right? Yes. Okay. Actually, my relationship with the city is very old. I've been walking the streets of the city since I was a girl, and was very aware always, for many, many years, was aware of what a tremendous charge the streets gave me, and what a charge I always got out of listening to street theater. That New York is a city like Paris, like any great city, where the population is always acting out. There's always street theater, right? You know, right? People have written about Paris in the same way 100 years ago, and I've read those descriptions, and I felt them, and I always came home. It was always my instinct to come home and write down the story of the afternoon. And so over the years, this book has as its origin anecdotes that go back 25 years. I mean, things that I wrote, and the important thing is I didn't know what to do with them. I was enough of a writer so that I knew it was just raw material until I had an idea. Oh, am I supposed to talk to you? You can go on. I can go on and on. She's great. She's the best. Donc, en fait, j'ai arpenté les rues de New York depuis très très longtemps, depuis que j'étais petite fille. Et en fait, j'ai toujours été complètement fascinée par comme une sorte de décharge, la décharge que ça me procurait, presque l'électricité. Et particulièrement, j'adorais écouter les paroles, les bruits, les sons des vendeurs de rue. New York, comme Paris, comme d'autres grandes villes, sont des lieux où les gens jouent presque un rôle.
sont très actifs. Et d'ailleurs, ça correspond, ce petit théâtre de la rue correspond aussi à des descriptions que j'ai lues de Paris d'il y a 100 ans, par exemple. Et donc, très tôt, mon instinct a été, quand je revenais à la maison après ces après-midi, de noter ces anecdotes. Et c'est ce que j'ai fait pendant 25 ans. Mais au départ, en fait, je ne savais pas vraiment quoi faire de tout ce matériau brut. Okay. Part two. So that you've got my relationship to the city. Another very important thing, though, is that after the women's movement took hold in the 1970s, and I was a big part of it and cared, and life really turned inside out. Things felt so immensely different. And one of the great things that felt so different was I experienced myself consciously as a woman walking alone in the city. And it struck me that what I wanted very badly was to join that genre of urban literature, the literature of the flaneur, the one who walks the streets of the city. I wanted to put down this middle-aged, divorced feminist on the streets of a great city and have her join the ranks of all the male writers who had ever written like that. Only I had to wait until I had an idea. That wasn't enough. Okay? Et Speaking of reality and fiction. donc là, je pense que je vous ai donné une idée un peu de ma relation avec la ville, mais en fait, il y a quelque chose qui est vraiment très, très, très important, c'est qu'en tant que membre du mouvement féministe des années 70, et que ce mouvement est complètement balayé un peu ma ville et retourné sans dessus-dessous, il y a vraiment une expérience qui a été très importante pour moi, c'est d'être la femme marchant seule dans les rues de la ville. Et j'avais l'impression ainsi de rejoindre une sorte de mouvement littéraire urbain qui est la figure du flâneur. Et donc je me retrouvais en fait comme une femme divorcée d'un certain âge, et je rejoignais cette tradition d'écrivain masculin. Et je l'ai mis en œuvre parce que j'ai eu cette idée. Et justement, à propos de ces écrivains de la rue, vous parlez d'Hugo et de Dickens souvent. So in your book, you often cite Victor Hugo and Charles Dickens about how they wrote about the street. Yeah, what about that? Non. C'était juste une réflexion. Oh, yes, c'était lots of juste- writers. J'ai lu qu'effectivement, Yeah. vous faites Yes. allusion Yes, à ces yes, auteurs de Very aware of d'Hugo this history. et de Dickens qui, eux Right, aussi, yeah. parlent de la ville et tout. Right. Décidément, mes questions, est-ce que vous diriez que votre livre est un livre anti-solitude? Would you say that your book is a like anti-loneliness book? Que finalement, on n'est jamais seul? A way to say that you're never alone. It's Oh, anti-loneliness. Yeah, Anti-loneliness? Is that what you're asking me? like, do you think your book is sort of way to Prouver que finalement, on n'est jamais that you're seul? never que- really alone, or that loneliness is not something that is negative? Or That's right. Well, certainly, the narrator of this book is someone who has lived alone for a very long time, and she sees herself as prototypical of a certain kind of New York life. She has a friend, Leonard, a gay man, who also lives alone. These two together encounter the city repeatedly out of their singular space, right? What I was trying to do there was to write, these lives are, in my own view, paradigmatic. You know, fully 50% of all households in New York City are single-person households. That's an extraordinary statistic, right? So there's a million of us out there, and it was
these kinds of lives, of which mine is one, that I was struggling to bring into some useful relationship to the city. I don't know how else to say it. Everyone who walks the streets of New York is alone, no matter where they come from or what they're doing. It's both alone and connected. The sense of constant, small amounts of connection, constant repeated, that is the name of the game. And I tried to make something of that. I tried to make that a metaphor. I don't know how else to talk about it. Traduction, la traduction. Donc, effectivement, la narratrice de ce livre, elle vit seule. Et le livre est aussi comment elle se voit elle-même et comment elle se voit comme une représentante de la vie new-yorkaise. Et donc, elle a cet ami, Léonard, et qui lui-même est seul, qui est aussi une sorte d'image assez typique de la vie new-yorkaise. C'est un homme gay, et donc ils sont ensemble, mais seuls, et ils ont chacun une sorte d'espace singulier. Et leurs vies sont un petit peu une sorte de paradigme un peu de la vie new-yorkaise, puisqu'il faut toujours garder à l'esprit que plus de 50% des foyers new-yorkais sont en fait des personnes vivant seules. Donc en fait, il y a des millions d'entre nous, des millions de gens qui sont seuls. Et il y a ce sorte de combat et de relation où tout le monde qui marche dans les rues de New York marche seul, mais en même temps est connecté. Il y a une sorte de connexion constante entre les gens qui marchent à New York. Et donc voilà, c'est une sorte de métaphore sans doute. Il y a un moment où vous écrivez dans le livre « J'ai appris très tôt que la vie est soit tchécovienne, soit shakespearienne ». Ça vous donne l'occasion de reparler de votre mère, d'ailleurs. Vous pouvez nous expliquer la différence que vous faites entre les deux? In your book, it's okay, don't worry. Okay. So in your book, you say that there are two ways to live life. There's the Chekhovian way and the Shakespearean way, and that's you. Yes. And so it's an occasion also to speak about your mother. Could you maybe give us a little bit more of an insight of the difference between Chekhovian and Shakespearean? Il y a beaucoup de mots en anglais pour traduire aussi, hein. Je remarque. That's a funny thing to pick up on. Yes, writing about my mother, I said, right, there are two ways to live. Either lives are either Chekhovian or Shakespearean. And my mother's was definitely Chekhovian. I sort of thought those writers speak for themselves. One was a very grand view, of course, the Shakespearean view of life, in which one saw oneself as in heroic terms, whether to the positive or to the negative. And then there is the Chekhovian, the quintessential Chekhovian, Masha, who wears black because I am in mourning for my life. That was my mother. So, yes, we actually did live that kind of a life. Now it seems funny. I don't really know what else to say about that. Donc c'est vrai que j'utilise cette différence tchécovien-shakespearien pour parler de ma mère. J'avais à peu près l'impression que dans le livre, je l'expliquais, mais c'est vrai que ce qui est shakespearien, c'est une sorte de vision un peu grandiloquente de la vie, avec des personnages héroïques, ce que ça peut avoir de positif ou de négatif. Alors que la vision tchécovienne ou la vie tchécovienne, c'est un peu Masha qui est toujours habillée en noir parce qu'elle porte le deuil de sa vie et de la vie et qu'elle est constamment en deuil. Et donc effectivement, très clairement, sa mère vivait la vie de façon très tchécovienne.
Voilà, je pense que ça, on vous aura peut-être donné envie, oui, sûrement même donné envie de lire le livre et de. Alors, c'est vrai qu'on pose des questions et que les réponses sont dans le livre, mais on les pose pour vous qui n'avez peut-être pas encore lu le livre. C'est pour ça qu'il y a ce petit décalage parfois. Mais voilà, c'est un livre qui va avoir autant de succès, à mon avis, que Attachement féroce, qui est paru chez Rivage et qui a été traduit, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, par Laetitia Deveau. On enchaîne maintenant, Béatrice. Dany me regardait d'un air sévère. Je me suis dit, c'est incroyable. Dany n'a pas dit un mot depuis qu'il est sur le plateau. C'est la fin Il de la est journée. tétanisé. Pas du tout, je suis shakespearien. Non, on ne l'a pas entendu. Il a dit qu'il était shakespearien. Mais tout à l'heure, je vais devenir tchécovien. Vous allez voir. Porter le malheur du monde. Alors, donc, on découvre maintenant le livre de Michael Chabon, qui est celui-ci, qui est paru chez Robert Laffont dans la collection Pavillon, qui s'intitule Moonglow, qui a été traduit par Isabelle Desphilippe, et dont nous allons peut-être écouter un extrait avant que tu nous fasses un petit, si possible, un petit résumé, Béatrice. C'est une lecture qui est faite par André Baudinière, et je vous rappelle que les lecteurs sont tous issus du Conservatoire d'art dramatique de Vincennes, et que c'est leur professeur qui est assis là-bas avec un air extrêmement songeur, qui a recruté jeunes élèves, anciens élèves, comédiens confirmés, je suppose. André Baudinière. Voici l'histoire telle que je l'ai entendue. Quand Algeris est sorti de prison, il a eu du mal à trouver un emploi. Diplômé de la faculté de droit de Harvard, il avait été l'assistant du juge Oliver Wendell Holmes et avait contribué à fournir une charte aux Nations Unies. Il était également coupable de parjure et connu pour être un agent du communisme international. Il avait publié ses mémoires, un pince-somme que personne ne voulait lire. Sa femme l'avait quitté. Il était sans un rond et désespéré. Finalement, un de ses amis fidèles eut pitié du bougre et usa de son piston. Is fut embauché par une société new-yorkaise, Feather Combs Incorporated, qui fabriquait et commercialisait une sorte de barrette à cheveux, fantaisie, faite de boucles de cordes de piano recyclées. Pour faire une place à Is, il fallait renvoyer quelqu'un. Dans un article sur son arrestation paru dans le Daily News du 25 mai 1957, mon grand-père est décrit par un collaborateur anonyme comme étant du genre taiseux. Pour ses collègues commerciaux de Feather Combs, il était comme un chapeau mou, accroché à un porte-manteau dans un coin. Personne ne savait grand-chose sur mon grand-père, ce qui paraissait lui convenir. Les gens avaient renoncé depuis longtemps à lier conversation avec lui. Il était connu pour sourire, pas pour rire. S'il avait des convictions politiques, s'il avait des convictions tout court, celle-ci demeurait un mystère dans les bureaux de Feather Combs Incorporated. On estima qu'il pouvait être licencié sans offense à la morale. Peu après 9 heures, le matin du 24, le président de Feather Combs entendit du bruit devant son bureau où une jeune femme pleine de ressources était postée pour filtrer les créanciers et les inspecteurs des impôts. Une voix masculine parlait avec une insistance qui se mua vite en colère. Sur le bureau du président, l'intercom bourdonnait sans arrêt. Il entendit un tintement de verre cassé. On aurait dit qu'on raccrochait brutalement un téléphone.
avant que le président puisse se lever de son fauteuil pour voir ce qui se passait. Mon grand-père s'était introduit de force dans la pièce, brandissant un combiné noir, à l'époque un instrument contondant, duquel pendillait un mètre de fil effiloché. Merci, merci André. Et ben voilà, Béatrice. C'est assez drôle parce que la fin, effectivement, on s'attend à ce qu'il continue. Ah bah non. Je pense que c'est bien. Ah bah non. On a bien coupé. On a bien coupé en tous les cas. Oui, exactement. Oui, oui. Moonglow est donc basé sur les mémoires du grand-père de Michael Chabon. Fiction ou réalité? Enfin, non, j'ai rien dit. De quoi? J'ai dit fiction ou réalité? Oui, alors justement, les mémoires, fiction ou réalité, thème de l'ensemble de ces 3 livres. Une des raisons pour lesquelles c'est assez compliqué à résumer, c'était vraiment ces mémoires. Et plusieurs thèmes sont abordés. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est très bien fait quand même, évidemment. La Seconde Guerre mondiale, le programme spatial des États-Unis, la maladie de la grand-mère, et c'est plutôt une grave maladie parce qu'elle a vraiment de graves problèmes psychiatriques. Elle tente de se suicider plusieurs fois, mais elle a une vie assez compliquée, cette grand-mère qui était d'origine française, qui venait de Lille, c'est ça? Oui, c'est ça. Et elle a eu cette expérience dans les camps de concentration. Les grands-parents se sont rencontrés à la fin de la guerre. Et tout ça est réuni. Le grand-père est un passionné d'aéronautique, de fusées. Il y a plein, voilà, des personnages qui... Je ne sais même pas si en tant que romancier, on aurait pu imaginer des personnages comme ça, aussi étranges, ayant des vies aussi farfelues, pour peut-être le grand-père, pour cette grand-mère qui a vécu des choses terribles. Parfois, effectivement, la réalité dépasse vraiment la fiction. On se dit, mais je pense que c'est pour ça qu'on arrive. Voilà. Est-ce que ça a dépassé? Voilà. Est-ce que ça a dépassé? La réalité a dépassé la fiction et vous vous dites, bon, il faut que j'écrive quelque chose, il faut que je raconte ces histoires. No, I want to apologize right now if I misled you in any way into thinking that the events that you're reading in the book are anything other than fiction, because it's a completely invented story. So that probably explains why fiction felt like it was surpassing life, because it was. Donc Michael Chabon nous excuse du fait qu'il nous a induit en erreur. Il ne s'agit pas du tout d'une autobiographie ou de mémoire, mais de la fiction pure. Et en ce sens-là, en effet, la fiction dépasse la réalité. S'il permet, Michael, il y a quand même une note de l'auteur au début du livre qui va plaire à tout le monde. En préparant ses mémoires, je me suis attachée aux faits, sauf quand les faits refusaient de se conformer à la mémoire, au projet narratif ou à la vérité, comme je l'entends. Chaque fois que les libertés ont été prises avec des noms, des dates, des lieux, des événements et des conversations, ou encore avec les identités, les motivations et les interrelations des membres de la famille et de personnages historiques, que le lecteur soit assuré qu'elles l'ont été sans la moindre retenue. I started with a story that I had been told by my grandfather, the real me, my actual grandfather, who had told me a couple of times in the course of our time together. He died when I was in my early 20s, about this day when his brother, my Uncle Jack, was fired from his job so that Alger Hiss, who had just gotten out of prison, could have a job. And, you know, I just heard a story a couple of times. I probably heard it before I even really knew who Alger Hiss was. And then
one day I was supposed to be writing another book, starting a new book, and I just found myself thinking of that story. And there was something about the way that the big arc of American history and the history of the Cold War and the Red Scare and all of that, it intersected at this one moment with the history of the little history of my family. And I started to just, all I knew was what I've told you. So I started to imagine the rest of it. And the first thing I did was change my great uncle to my grandfather, because who writes a book about their great uncle? Voilà, donc Michael Chabon nous dit qu'il a commencé, en fait l'idée est venue en écoutant son grand-père, qui plusieurs fois lui avait raconté, ça va commencer quand Michael avait 20 ans, cette histoire de son oncle qui avait été viré de son job pour faire la place à Alger Hiss. Peut-être qu'il faut dire qui était Alger Hiss ici, parce que c'était donc un Américain qui avait été accusé d'être espion pour l'Union soviétique. Nous sommes dans les années de Cold War, de la guerre froide, de McCarthy et de cette époque-là. Et du coup, l'idée lui est venue, Michael Chabon, de lier la grande histoire, l'histoire de la guerre froide, avec la petite histoire, l'histoire de sa famille. Mais il a changé donc le grand-oncle qui écrit une histoire par la personne du grand-oncle, et il a substitué le grand-oncle par son grand-père. Excusez-moi, vous allez parler quand même. Attends. On entend pas. Oui, ce type a écrit un gros livre. Il nous a dit que tout est faux. Ensuite, il a commencé à parler. On va continuer à le faire parler. Il faut continuer à nous dire, on va vous serrer la gorge jusqu'à ce que vous nous dites exactement la vérité. Dois-je croire sa déclaration que tout est faux, ou dois-je croire ce gros roman qu'il a écrit? I can't answer that. Il ne peut pas répondre à ça. You know, when I started to write this incident and I was inventing details, I suddenly thought, you know, I wish my grandfather were still alive. I would like more information. Now that I'm trying to dramatize this moment, I wish I knew more about what happened. So I reached out, I emailed my great uncle's daughter, my cousin, and her daughter. And I asked them, what do you guys remember about this thing with Uncle Jack and Alger Hiss and him getting fired? And the cousin who's my age wrote back and said, I never heard that story. And her mother, who is the daughter of my uncle, wrote back and said, that's not the way I heard the story. I don't think my father ever lost a job in his life. All I heard was one day he came home from work and said, you won't believe who's working at the office, Alger Hiss. Donc, Michael nous dit que, pour répondre en quelque sorte à la remarque de Daniel Frère, qu'il ne va donc pas nous dire plus, mais il nous dit quand même que dans les détails, il est intervenu puisque les membres de la famille, grand-oncle, sa cousine, il a demandé des détails sur cette histoire de Alger Hiss, de qui a eu le job, et ainsi de suite. Et finalement, chacun a sa version dans la famille. Donc, voilà, la vérité n'existe pas. And that's when I realized that's what the book is going to be about. It's going to be about truth in families and who gets to decide what happened. Voilà. Donc le livre, il a décidé, va être là-dessus, sur qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui se passe dans les familles, qu'est-ce qui ne se passe pas, qu'est-ce qui ne se dit pas, je dirais aussi, non? Donc le livre joue autour de ça. Oui, et je suppose, est-ce que votre famille, dans vos cousins, cousines, oncles et tantes, ont lu le livre? Est-ce que justement, après avoir lu le livre, vous ont dit, mais c'est pas ça, mais il s'est passé ça. De nouveau, vous avez eu d'autres informations sur cette histoire de famille? Non, pas tellement. Il ne parlera pas. Vous ne le croyez pas? You know, I was waiting for some reaction, yeah. And they didn't come? Maybe they didn't read it. Ils s'attendaient à des réactions de part de la famille, mais en fait, peut-être qu'ils n'ont pas lu le livre. Écoutez, par exemple, juste un exemple, si vous permettez. Mes 5 plus anciens souvenirs de ma grand-mère,
le tatouage sur son bras gauche, une chanson sur un cheval chantée en français, la tache pourpre floue d'une jaguar, les coutures de ses bas, la partie lumineuse de ses cheveux. Je ne fais que citer quelques petites choses. Bon, Michael. Non, il n'y a pas de question, c'était juste... c'était juste... Ouais. Oui. Portrait of your... Yes. You know, not all, most of my novels are some kind of mixture of lived experience, my memories, stories that I've been told, stories I grew up with, and invention. And the proportion it changes from book to book. And I know in this book, I did draw on real experiences and real memories and stories that I'd heard, but I made the same heavily fictionalizing use of them that I normally do when I'm writing a novel. Dans tous mes livres, en fait, je mélange mes mémoires, mes éléments autobiographiques, familiales, avec de la fiction, à des proportions variables. Et dans ce livre aussi, j'ai fait la même chose. Il ne nous dit pas combien, et heureusement, il n'y a pas une question de pourcentage. C'est aussi un livre sur l'innovation technologique et sur est-ce que tout est bon dans le progrès, entre guillemets. C'est aussi un questionnement là-dessus. You know, when I started with that little story, and I made that fateful choice to change my uncle into my grandfather, I had no idea where that choice was going to lead me, or that it would take me into the world, let's say, of the Apollo missions and and not just the Apollo space missions, but the roots of the Apollo missions in the Nazi V2 rocket program and the role of Wernher von Braun. You know, this was all stuff I'd been all my life. I'd been fascinated by, and as a young man, as a child, I was very much. I participated in the Apollo missions with my imagination in every way. So it was something I was always interested in, but. It was really only in the course of writing this novel and deciding to have the grandfather embark on his career as one of the U.S. Soldiers charged with hunting down von Braun and all the other great Nazi scientists and engineers at the end of the war, that I really did learn the true extent of the horror of the Dora internment camp and the Mittelbau and all of that. And it worked its way into the book. So, donc, la question était sur les progrès scientifiques. Alors, Michael Chabon dit que, en fait, il a toujours été fasciné par la mission Apollo et tout ce qui a trait à ce progrès fantastique. Et même bien avant, Wernher von Braun et les nazis qui, on sait, ont contribué à la bombe atomique et tout ça l'a toujours fasciné. Et donc, en changeant le grand-oncle pour le grand-père, qu'il fait was he really a soldier? My grandfather? Yeah. No, but I had another great uncle who was. Ah, ok. Donc toute une combinaison. Mais il fait de son grand-père donc un soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, c'était pas lui, c'était un autre grand-oncle qui avait... Voilà. Bon, de toute façon, on n'ira pas vérifier. Lots of great uncles and only one or two grandfathers, so. C'est quand même une famille fabuleuse, quoi. Cette famille qui peut, puisque c'est son oncle, mais finalement il dit que c'est son grand-père. Après, ça peut être son grand-père, il dit que c'est son oncle. Donc, ils ont tous eu des vies extraordinaires. Oui, extraordinary lives, all of them. Voilà, bon, ce livre s'intitule Moonglow, il est paru chez Robert Laffont. On va passer maintenant au livre de Dany Laferrière. Alors, vous présentez Dany Laferrière, vais-je le faire? Dany Laferrière est né en Haïti, vous le savez tous, il est haïtien, il est aussi québécois, il est aussi parisien, il est aussi à l'Académie française, il est aussi japonais, il est aussi dessinateur, ce livre le prouve, il est tellement de personnages que voilà, je crois que je vais m'arrêter là, Dany. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que ce livre... Je suis le roman de Michael.
Tu es le roman. Je suis son roman. Il est Mais le dans roman de Michael. Annie Hall, Woody Allen raconte une histoire, et c'est ça qu'on devrait faire. Et il fallait quand même, il disait, bon, alors, dans la Seconde Guerre mondiale, on a torturé les gens pour les faire parler, mais finalement, à New York, il suffit de prendre la carte de crédit de la personne. Alors, je vais prendre la carte de crédit de Michael, et il va vous parler. Voilà, donc Danny est ici. Son actualité la plus récente, c'est la sortie, la réédition de ce livre, Le Pays sans chapeau, qui suit la réédition de L'odeur du café, Le charme des après-midi sans fin, Le cri des oiseaux fous, Le goût des jeunes filles, tous ces livres qui sont sortis dans les années... Il y a quelques années, on va Mais dire. les livres ne devraient pas être datés. On devrait dater les journaux. Quand les gens viennent me trouver pour dédicacer, ils me demandent toujours quel est votre dernier livre. Alors, mais j'hésite. C'est la dernière chose qu'on demande pour un livre, précisément. C'est le contraire d'un journal. Il faut leur demander quel est votre plus ancien. C'est comme le vin, le livre. Est-ce que vous allez dans un magasin de vin, vous dites quelle est votre dernière bouteille, embouteillée la veille, et saliver comme si cette dernière bouteille va révéler tout ce qu'a le vin. Et sinon, le pauvre Homère... Alors que le premier était si extraordinaire, comme on fait l'amour avec un nègre sans se fatiguer, c'était quand même le premier. Oui, mais c'est ça, pour ça. Et donc, il n'y a pas de date pour les livres. Au contraire, c'est précisément cela, la littérature. C'est d'enlever le temps successif. Alors donc, cette actualité, c'est Le Pays sans chapeau, on va y revenir. Et il y a donc ce livre aussi, Béatrice, que Béatrice a apporté, qui est un livre de dessin. Danny ne sait pas dessiner, il le dit, maintenant il est devenu un dessinateur. Tu m'as dit que tu continuais à dessiner, là. Non, j'ai dit dans le livre, je suis comme Michael, je dis dans le livre que je ne sais pas dessiner. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas dessiner. Tous les gens que je rencontre pour les interviews, ils me disent « Mais vous ne savez pas dessiner, d'ailleurs c'est vous qui l'avez dit ». Comme si c'était une chose, une vérité. Si j'avais écrit « Je suis un génie », je dis « Bon, vous êtes un génie, c'est vous qui l'avez dit ». Tu l'as dit. Mais c'est incroyable comment les gens croient ce qui est écrit dans le livre. Vous êtes vraiment amusant. Hein. Tu as raison, tu as raison. Alors, on va écouter tout de suite, comme pour les autres auteurs, un extrait de Pays sans chapeau. Voilà, je pense que c'est Alexandre Sibertin-Blanc qui va nous en lire un extrait. Merci Alexandre d'être venu aujourd'hui. On t'a déjà entendu hier. Donc voilà, c'est tout début. Macaque tellement kawese pitili, litou yele. A trop caressé son enfant, la guenon l'a tué. À côté de ma mère se tient tante Renée, droite, blanche, fragile. Ma mère a ce sourire un peu crispé que je lui ai toujours connu. Où sont tes bagages ? Me demande-t-elle avant même que je l'embrasse. Toujours les deux pieds sur terre. Je n'ai que cette valise. Ah bon ? Dit ma mère tout en essayant de cacher son étonnement. Elle fait le même poids que celle que tu m'as donnée quand je partais il y a 20 ans. Tante Renée me prend la valise des mains. C'est vrai, Marie, il a raison. Le sourire crispé de ma mère. Elle doit penser que je n'ai pas changé. Toujours cette façon fantaisiste de voir la vie. Ma mère aurait apporté le maximum de choses utiles, elle. Ce n'est que maintenant que ma mère m'embrasse. Tante Renée, qui n'attendait que ce signal, me saute au cou. Ma mère en avant, portant la valise. Elle me l'a enlevée brutalement des mains. Le ciel bleu clair de Port-au-Prince, quelques nuages çà et là, un soleil flambant neuf en plein milieu. Exactement comme dans ma mémoire. Tante Renée me tient par le bras. « Pourquoi es-tu resté si longtemps sans revenir ?» me demande-t-elle en me serrant fortement contre elle. « C'est le temps qui a passé, tante Renée. » Elle me regarde d'un air grave. « C'est vrai, nous ne pouvons rien contre le temps. »« Tu te souviens, ajoute-t-elle avec un petit rire aigu, quand je t'envoyais faire des commissions et que je crachais par terre en te demandant de revenir avant que mon crachat soit complètement évaporé ? » ?»« Oui, dis-je promptement. Et j'arrivais toujours à temps. C'était le seul moment
conclut Tantrenet, où nous pouvions contrôler le temps. Un temps ni bref, ni long. Je peux te le dire maintenant que tu es un grand garçon, reprend Tantrenet. Tu n'arrivais pas toujours à temps comme tu le croyais. Quand je voyais que tu n'arrivais pas, je crachais de nouveau par terre. Comme ça, tu pouvais penser que tu avais fait vite. Mais Tantrenet, je partais toujours comme une flèche. C'est vrai, dit-elle avec un sourire. Tu partais comme une flèche. Mais après, tu t'arrêtais en chemin pour jouer. Et quand cela arrivait, tu n'avais aucune prise sur le temps. Tu pouvais rester 10 minutes, une demi-heure, 1 heure même. Mais tu revenais toujours comme une flèche. Et c'est ce qui est arrivé cette fois encore. Tu nous as appelés avant-hier pour dire que tu arrivais aujourd'hui. Et je suis resté 20 ans en chemin. C'est ça, dit Tantrenet, dans un bref éclat de rire. Merci Alexandre. C'est ça, je ne sais pas compter. Qui est-ce qui s'occupe de ce C'est Guillaume, il est là Guillaume, tu le frapperas après quand même. Vous ouvrez toujours, c'est la dictature ici. Oui, c'est cela, le temps, c'est de ce temps-là que je parle, c'est pour ça que je ne comprends pas le temps qu'on imprime sur la littérature. Et tout à l'heure, Michael parlait, et il y a un point qui m'a touché, c'est que dans ce qu'on attrape dans la vie qui se passe autour de nous, dans la matérialité même de cette vie, il y a une part, une sorte de... On avale une somme extraordinaire d'anecdotes, de traits, de choses repérées, d'histoires, et qui vont se mélanger avec notre fantaisie, la vie rêvée. Et en fait, le produit qu'on recrache est encore plus vrai que la réalité. Parce que la part rêvée est aussi forte que la part réelle. Et si on enlève cette part rêvée, on n'est plus un être humain. On est juste une accumulation de chiffres, de petites angoisses ordinaires. Il a fallu bien qu'on y ajoute quelque chose qui est la couleur du jour. C'est bon. Je vous voyais tout à l'heure écouter presque avec émotion la lecture. Est-ce que vous vous souvenez encore, comme si c'était hier, de votre retour 20 ans après, en Haïti, les retrouvailles avec votre mère, votre tante? Est-ce que vous vous en souvenez comme si c'était... Ou là aussi, vous savez plus ce qui est vrai et pas vrai? Moi, j'écris parce qu'un jour, la mémoire s'en ira et je ne pourrai pas me rappeler et je pourrai m'asseoir et relire ma vie. C'est pour ça que j'écris ces livres et pour avoir les détails, parce que et ces détails que j'ai inventés, qui se mélangeront sûrement avec des détails réels, parce qu'on ne peut pas inventer sans réalité, et ce serait impossible, et se mêleront avec d'autres. C'est comme ma grand-mère, quand j'ai écrit le livre L'odeur du café, et je lui ai présenté le livre, elle l'a lu, et j'ai dit, mais est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais enlever, qui ne sont pas vraies? Elle m'a dit, tout est vrai. Et ce tout est vrai ne veut pas dire tout ce qui se passe dans le livre, c'est aussi tout ce qui ne se passe pas aussi dans le livre. Les choses, vous savez comment les choses entrent dans le corps des individus, et elles entrent avec fracas au début, et après, elles sont macérées à l'intérieur de l'être humain, elles sont digérées, elles sont repensées, et le cerveau est assez patient pour attendre les années pour permettre à celui qui possède ce cerveau de décoder les choses. On apprend des choses qu'on ne sait pas, et 30 ans plus tard, un matin comme ça, Eureka, on a compris quelque chose d'il y a 30 ans. Mais c'est magique. Donc un truc comme ça, on ne peut pas questionner, faire une sorte de torture à Michael, parce que ce qu'il a dit dans ce livre va rentrer dans ma propre vie, et je vais ajouter à son personnage de grand-père le mien. Mais il est formidable, Dany, de prendre la défense de Michael. On vous a fait tellement souffrir, Michael. Non, ça va, ça va.
Justement, par rapport à cette fiction, il y a un moment où vous dites comme ça, quelqu'un vous dit, mais comment écrire sur les morts quand vous n'avez jamais été mort? Et vous répondez, je compte me servir de mon imagination. Donc c'est ça, finalement. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. On se sert de son imagination. Je pense que la mort, il faut rappeler que le titre du livre « Pays sans chapeau », oui, expliquez ce que c'est, pourquoi. C'est parce que les Haïtiens ont remarqué que personne n'a jamais été enterré avec son chapeau. Donc l'au-delà, c'est un pays sans chapeau. Donc vous voyez d'où je viens. Je viens d'une des rares cultures qui ne se sert pas de la mort pour essayer de faire du chantage judéo-chrétien. C'est-à-dire que cette histoire de paradis, enfer et purgatoire est une sinistre plaisanterie judéo-chrétienne. En réalité, comme m'a expliqué ma grand-mère, les choses sont beaucoup plus simples que cela. Ma grand-mère m'a dit que quand tout le monde sera mort, et vous derrière aussi, tout le monde, on va être dans un grand désert et il va y avoir les 3 grandes portes, enfer, paradis, purgatoire. J'ai dit, ah bon? Il dit, et là, Dieu va dire, bon, voilà la révélation. Vous y allez comme vous voulez. Et là, naturellement, les salauds, Hitler, Duvalier, vont se précipiter vers le paradis. Ils n'ont aucun scrupule. Ce sont des gens qui sont habitués avec la corruption. Les gens bien comme ma grand-mère ne voudraient pas être avec Hitler. Ils vont choisir les 2 portes, c'est-à-dire l'enfer ou le purgatoire, selon leur sens de l'absolu. Ben, ma grand-mère n'ira jamais au purgatoire. Ça, vraiment, c'est éliminé dans notre famille. Les choses tièdes, ce n'est pas pour elle. Oui, attendez, on n'interrompt pas là. Bien sûr, bien sûr. Je vais expliquer l'humour après. C'était de l'humour. Vous savez, le grand désert avec tout le monde, c'est pas vrai. Tu comprends? C'est pas vrai. Et les 3 portes. Alors c'était ça la révélation, cher ami. C'est ce que nous trouverons tous. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas d'enfer, paradis et purgatoire. Voilà, donc ma grand-mère donne de bons conseils. Tout comme les zombies dont vous parlez à un moment, quand vous arrivez dans le livre, lorsque vous arrivez en Haïti, on vous raconte qu'on pense qu'il y a des zombies dans la rue, qu'il n'y a plus personne dans les cimetières. Donc ça aussi, on y croit, on n'y croit pas, c'est une invention. Ça fait partie des croyances. C'est plutôt la partie grave du livre. C'est-à-dire que je suis arrivé en Haïti et j'ai remarqué que la part du rêve, qui est le rêve de tous les autres dans les pays bien organisés, et quand on parle de rêve, le rêve hollywoodien, le rêve, c'est toujours une chose fantaisiste et rose, magnifique. Eh bien, la part du rêve a pris une place beaucoup plus importante que la part réelle en Haïti. La part du rêve, c'est une part terrifiante, c'est-à-dire la mort, la part de l'obscurité, la part a pris une place beaucoup plus grande. Les gens rêvent beaucoup plus qu'ils le vivent. On est arrivé à ce stade. Même la mort doit être contrôlée. Une amie de ma mère est allée au cimetière pour essayer de réveiller son mari parce que les choses sont assez difficiles. Il faudra bien qu'il se lève pour venir aider dans la vie quotidienne. Il lui dit, mais vous n'allez pas vous contenter de mourir. Vous savez, les gens ils pensent qu'après la mort, c'est le repos éternel. Mais pas pour les Haïtiens, parce que les choses ne sont pas terminées. On est seul, je suis une femme seule avec 12 enfants, et là, vous filez comme ça, vous prenez la ligne à gauche, et vous pensez que mourir, ça suffit. Et non. Donc ça veut dire que les gens, ou comme quelqu'un d'autre qui regardait les numéros qui sont sortis pour la loterie et qui n'avaient pas de billets, c'est-à-dire il ne s'agit pas, même si on n'a pas de billets, on peut encore rêver. Telle est la situation. Le rêve a pris une place plus importante que la réalité. J'ai l'air d'en rire, mais quand ça arrive dans un pays, ce pays est en danger. Chaque chapitre s'ouvre sur des proverbes créoles. Tu nous en dis un mot? Oui, j'ai voulu parce qu'il y a beaucoup de proverbes créoles. J'ai vu un livre qui a 3333 en fait.
Ça aussi, c'est un proverbe. Et proverbe créole. Donc, il y en a beaucoup, assez pour permettre à la culture populaire d'être extrêmement riche. C'est une culture populaire très riche. J'ai vu des pays où la culture, disons, apprise, livresque, ou la culture standard, dirons-nous, j'ai peur de dire la culture bourgeoise, mais où la culture, cette culture-là a pris un pas extrêmement important sur la culture populaire. Les gens végètent culturellement. Alors que je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de la guerre d'indépendance qui a mobilisé toute la société haïtienne pour la faire. Donc tout le monde se sent partie prenante de ce pays. Et aussi les difficultés économiques et politiques et sociales, et qui fait qu'on a développé cette culture populaire. Les chants du vaudou, le vaudou qui est déjà une religion extrêmement complexe, avec des déesses incroyables, et je vais me faire encore attaquer. Et face à face se retrouve Marie Immaculée Conception, enfin une vierge qui a eu un enfant, enfin il faut y croire. Et de l'autre côté, il y a Erzulie Frida Dahomey, qui est à la fois lesbienne et hétérosexuelle, et puis en plus qui a 300 000 amants qui la visitent chaque nuit, et gorgée de sang et de sperme, tandis que l'autre est une immaculée conception. Donc vous voyez l'affrontement de ces deux grandes femmes de l'histoire de la divinité. Donc cette culture populaire est dense. Il y a des centaines de dieux. Il y a des dieux, des sous-dieux naturellement, il y en a des centaines. Il y a des chants populaires, il y a des chants aussi vaudous, c'est-à-dire des chants sacrés. Et tout ça fait que l'individu qui ne sait pas lire est presque plus cultivé que l'individu qui sait lire. D'ailleurs, la base de la culture haïtienne, dans sa nomination haïtienne, pas dans la partie occidentale que je vous parle là, la base de la culture haïtienne est une culture populaire. Donc c'est quand moi, j'arrive à traduire cette culture en mettant les proverbes, en racontant l'histoire, que je parais cultivé. Mais la question est, ceux qui vivent cette histoire, comment sont-ils? Ne sont-ils pas plus cultivés? D'ailleurs, c'est ce qui fait que la peinture haïtienne que l'on voit, qui est faite par beaucoup de paysans, et André Malraux, je l'ai raconté dans ce livre, André Malraux a fait les maisons de la culture en France, parce que, dit-il, ou a-t-il dit un jour, j'ai fait ces maisons pour que des paysans français puissent regarder Georges Braque sans rire. Et quand il est allé en Haïti, il a dit, eh bien, j'ai vu des paysans peindre et c'est à Georges Braque de ne pas rire. Donc, vous voyez, le renversement des choses dans une société extrêmement pauvre et économiquement et qui arrive à renverser bien. C'est pour ça qu'il y a tous ces peintres-là, précisément parce que la culture populaire de ceux qui ne savent pas lire ni écrire est peut-être plus puissante que celle de l'élite. Il y a un proverbe haïtien qui dit que les jeux qui nécessitent beaucoup de bravoure, les moustiques les détestent. Il y en a une quand même qui ne va pas plaire à Viviane Gornick, peut-être. Hein. La bouche de la femme ne connaît pas de dimanche. Oui, la bouche de la femme ne connaît pas de dimanche parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Il faut qu'elle parle tout le temps. Ma mère disait sans arrêt, vous me faites parler, vous m'épuisez. Et il faut qu'elle parle tout le temps, qu'elle surveille tout le temps et qu'elle intervienne tout le temps. C'est le grand récitant, c'est la grande narratrice. Et c'est pour ça qu'elle occupe avec ma grand-mère l'ensemble de mes livres. Ce sont des gens qui ont toujours bourdonné le récit de la vie quotidienne dans mes oreilles. Et elles parlent tout le temps, elles doivent intervenir tout le temps parce que c'est une société aussi extrêmement, disons, on a des problèmes par exemple sur l'hygiène. Les Haïtiens ont une hygiène exacte parce que la situation économique, sociale, les égouts à ciel ouvert, et le problème de l'eau. Donc tout, on doit se surveiller. Je vois qu'ici, à l'étranger, on peut montrer un cuisinier en train de faire à la télévision et toutes les choses avec la main. Vous faites ça, personne ne mange en Haïti. Ah non, on vous a vu votre main. Mais les gens disent que, alors les Haïtiens pensent que tous ceux qui sont hors d'Haïti sont des gens malpropres. Mais en fait, ils sont malpropres parce que le pays est propre. Nous sommes propres parce que le pays est malpropre. Donc on se défend comme on peut. C'est-à-dire, c'est comme ça que les sociétés arrivent. Quand on analyse les sociétés, ça paraît très simple, très banal de dire ça, mais les Haïtiens ne le savent pas. Ils pensent que vraiment, tous les Blancs, ils sont malpropres, ils se contentent de se parfumer le matin.
Mais ils n'ont pas besoin de se laver. Ils ont l'eau au robinet, l'eau courant, au point qu'ils oublient même de se laver parfois. Mais quand vous devez aller faire des kilomètres pour aller chercher l'eau, vous l'utilisez. Bien sûr. Ça s'appelle la dignité aussi. Oui, cette dignité. Et j'aime bien, juste pour terminer, le dernier aussi qui est « L'haïtien ne t'offrira peut-être pas à manger, mais il sera toujours à ta disposition pour parler ». Mais et voilà. pour peu qu'on soit face à Dany Laferrière, effectivement. Mais non, mais c'est ce qu'on a. Oui. C'est ce qu'on a. Mais je vous l'ai dit, hein, ce que vous n'avez pas, vous l'inventez et il finit par faire partie de votre vie quotidienne. Et c'est un peu l'histoire du roman de Michael, c'est ça. Vous l'inventez. Les enfants inventent. Vous inventez une vie. C'est pour ça qu'on nous a donné l'imagination. C'est parce qu'on savait que la vie n'allait pas être jolie tout le temps. C'est un remède pas cher. Et c'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'imagination, c'est parce qu'ils ont une vie excitante. Et c'est pour ça que moi, j'ai de beaux titres de mes livres. Mes livres ont des titres magnifiques parce que les livres ne sont pas très bons. Et que Malraux peut prendre le courage d'appeler son livre « L'espoir ». L'espoir. Vous écrivez un roman, c'est quoi le titre? L'espoir. Mais il faut que le livre soit bon. C'est terminé pour toi, Béatrice? Oui, juste par rapport à l'imagination, laissons alors les enfants imaginer. Quand petits, on les laisse pas rêver, laissez-les imaginer, un jour ils deviendront écrivains. L'imagination naît de l'ennui. Oui, et c'est bien l'ennui sûr. qu'on chasse partout à grands coups de rasoir et de choses électroniques. C'est l'ennui qu'on chasse. Et l'imagination, on oublie, elle vient précisément de ce manque. La petite fille qui est derrière la fenêtre, derrière le rideau et qui regarde le chat qui circule, la pénombre, et qu'il pleut, il pleut. Et puis, à un moment donné, elle s'ennuie de voir la pluie tomber et s'invente un univers. C'est ainsi que Alice, au pays des merveilles, est tombée dans le terrier. C'est-à-dire l'imagination naît de l'ennui. Et nous sommes un monde qui chasse l'ennui, et qui chasse l'ennui comme une ménagère furieuse qui chasse la poussière. Et laissons la poussière. Ce que je voulais dire juste pour terminer, oui, on peut vraiment l'applaudir, mais ce que je voulais dire juste pour terminer, je vous l'ai dit tout à l'heure quand Louis-Philippe d'Alembert était là aussi, Mackenzie Orsel est venu sur ce plateau aussi aujourd'hui. Tous parlent beaucoup des femmes de leur vie. Ils ont vécu avec leur mère. Souvent, il n'y a pas d'hommes dans leur enfance. Eh ben, je trouve que nous, les femmes, quand on arrive comme ça à, je sais pas, enfin, ces femmes, ces mères qui ont fait des écrivains comme Dany Laferrière, comme Louis-Philippe d'Alembert, sont extraordinaires. Enfin, je veux dire, là, c'est... C'est parce que la dictature est du côté des femmes. En mettant en prison les hommes, en les torturant, en les exilant, ils ont fait un pays d'enfants et de femmes. Eh bien, on aime ce que... Hein, comme a dit, c'est Bukowski qui dit... confie-toi aux femmes, d'abord ta mère. Et si ta mère n'est pas là, n'importe quelle femme peut faire l'affaire. Donc vous êtes toutes belles, toutes bonnes, et vous pouvez remplacer maman. Allez, on en reste là. Merci. Découvrez quand même, hein, ils vont aller signer leur livre, je pense, juste à côté à la sortie. Découvrez aussi donc le livre de Dany Laferrière avec ses dessins, qu'il dessine très très bien. Autoportrait de Paris avec chat. 320 pages à la main. Écrit avec sa propre écriture. Et ce livre n'est pas né de l'ennui, il est né de la fatigue. Il est assez extraordinaire et vous apprendrez en plus à connaître plein encore de un peu mieux Dany parce qu'il se livre beaucoup dans ce livre-là aussi, comme dans les autres. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci Viviane Gornick, merci Michael Chabon, merci Dany. Merci beaucoup. Et puis merci à nos traducteurs et traductrices, en tout cas pour ce plateau.